c'est Lydia Ojama qui est médecin PR qui va tenir la partie clinique. Mais comme elle était décommandée jusqu'à hier, je devais assurer le relais. Elle est bien plus compétente que moi. Je suis censée compléter. Tu es censée répondre à mes questions. Voilà, donc le cinéma, c'est on parlait de la question des patients dans le coma. Et donc, c'est des trajectoires de patients que je vais pouvoir vous présenter à travers quelques films. Alors, alors, les gens, une fois qu'ils sont dans le coma suite à un arrêt cardio-respiratoire ou bien un accident vasculaire cérébral ou un traumatisme crânien grave, ils vont évoluer. Il y en a qui vont évoluer vers le décès, vers la mort. Il y en a qui vont sortir de leur coma et montrer des signes ténus d'activité motrice spontanée. Ils ne sont pas conscients forcément. Il y en a qui vont évoluer vers cet état fluctuant dont nous a parlé Anna Sontheimer ce matin, donc l'état de conscience minimale. Donc ils sont capables non seulement d'avoir une activité motrice spontanée, mais également de montrer des signes fluctuants d'activité motrice orientée, adaptée. Et puis, au fil du temps, certains vont aller vers une récupération complète, avec une activité complètement adaptée, orientée, volontaire, et une activité spontanée existante également. Donc, voilà, donc on peut aller vers une récupération fonctionnelle. Et puis il existe aussi un cas un petit peu particulier de personnes qui sont pourtant conscientes, mais qui ne sont incapables d'avoir ni activité motrice spontanée, ni activité motrice orientée. Ce sont les cas de ce qu'on appelle de locked-in syndrome, de syndrome d'enfermement. Et on va voir à travers plusieurs films, extraits de films, ce que ça fait d'être dans cet état-là. Alors, je voudrais donc, j'ai choisi des extraits de 3 films que vous connaissez peut-être. Le premier de Parle avec elle, de Pedro Almodóvar, qui décrit 2 femmes qui sont en état végétatif. Lydia, après un accident, un traumatisme crânien grave, elle était torero et elle s'est fait bien abîmée par le taureau. Et puis Alicia, qui a également eu un accident grave, d'un traumatisme crânien, et qui, elle, va évoluer différemment. Donc on verra les 2 personnages masculins qui sont proches de ces 2 personnages. On va voir comment ils évoluent dans ce film de Pedro Almodóvar. J'ai choisi également des extraits de Goodbye Lénine. Goodbye Lénine raconte l'histoire de cette femme qui, juste avant la chute du mur de Berlin, a fait un accident vasculaire cérébral, est tombée dans le coma, et elle va se réveiller juste après la chute du mur, et c'est ça qui fait le piquant de l'histoire. Je ne vais pas tout vous spoiler, mais on prendra également des extraits de ce film. Et enfin, on verra le parcours d'un homme qui est en syndrome d'enfermement, avec, tiré de ce film qui est Le Scaphandre et le Papillon, qui lui-même vient du livre de Jean-Dominique Bauby, qui est quelqu'un qui a été en syndrome d'enfermement et qui a réussi, grâce à la seule motricité qui lui restait, qui était le clignement de l'œil gauche, à dicter un livre qui décrit ce qu'il a pu ressentir. Voilà. Donc, dans ce premier extrait, on va voir comment s'est fait dans cet extrait-là l'annonce à la famille de... Alors, je vais me mettre comme il faut. Comment elle va? Allez, assieds-toi. Maman a eu un infarctus. Les secours sont arrivés très tard, malheureusement. Votre mère est en coma. Quand est-ce que je pourrais lui parler? Alex, maman est dans le coma. Monsieur Kerner,
On ne sait pas encore si votre mère se réveillera un jour. Lydia, tu pourrais nous dire comment ça se fait l'annonce aux familles? Est-ce que ça se fait comme ça? Est-ce que c'est plus formel? On n'a pas la musique. Juste pour vous donner le contexte de la réalité à l'hôpital, le coma, c'est un patient comateux, il se trouve en service de réanimation. Et donc l'annonce est faite par l'équipe médicale de réanimation. Il y a différents types de coma à ce stade hyper aigu dans les premiers jours. Il y a le coma lésionnel dû à la souffrance du cerveau, mais il y a aussi très souvent le coma pharmacologique induit pour protéger le cerveau de lésions supplémentaires. Merci. Alors, dans l'extrait suivant, donc, qui est tiré du film de Pedro Almodóvar, Parle avec elle, on va, alors ici on voit Alicia qui a les yeux ouverts. Elle est en état végétatif, comme nous le disait Anna Oppenheimer ce matin, c'est-à-dire qu'elle a les cycles veille-sommeil, mais elle n'a pas de conscience. Et le compagnon de l'autre personne qui est dans le coma est interpellé par justement le fait qu'il voit qu'elle a les yeux ouverts et il va interroger le médecin. Oui. Un petit aparté. Juste parce que pour l'audience, alors état végétatif, normalement c'est abandonné. Et ça fait partie, il y a beaucoup de termes comme ça qu'on n'utilise plus parce que c'est pas très politiquement correct. Vous savez qu'on dit plus dément, on parle de truc politique global maintenant, plus classe. Quand on dit à quelqu'un qu'il est dément, il le prend mal. Alors si on dit qu'il a un trouble cognitif global, il le prend avec le sourire. C'est pareil pour l'état végétatif. On dit plus état végétatif, on dit état éveil non répondeur. Éveil non répondeur. Mais voilà, on a beaucoup de termes comme ça qu'on utilise encore en pratique parce qu'on est habitué. Merci pour la précision. Quand ça atteint la porte, tu sens pas qu'il y a un commandeur? Tiens, elle a ouvert les yeux. Oui, quand il se met à bailler, là? Là, je me chie dessus. Bonjour docteur, j'aimerais vous parler. Bien sûr. Ça va? Comment s'est passée la nuit? Je vous paye un café. Docteur, combien de temps croyez-vous qu'elle va rester comme ça, Lydia? Des mois, des années. Toute la vie. Il n'y a pas d'espoir. En tant que médecin, je dois vous dire que non. Toutefois, Meryl Lesimoun sort du coma au bout de 15 ans. Elle était tombée dans le coma à la naissance de son 3e enfant. Meryl était en EVP, état végétatif permanent, tout comme Lydia, théoriquement inconsciente pour la vie. Son réveil contredit tout ce que je vais vous dire à partir de maintenant. Ça voudrait dire qu'il reste un espoir, alors? Non, j'insiste, scientifiquement non. Mais si vous voulez y croire, qui suis-je pour vous enlever ça? Elle peut ouvrir les yeux? Ou est-ce une hallucination de ma part? Non, elle peut ouvrir les yeux. Mais ça ne signifie pas qu'elle vous voit. Elle ne se rend compte de rien. Lydia a le cortex cérébral totalement détruit. Seulement le tronc cérébral est intact. Le tronc cérébral, c'est l'organe qui régule le système autonome, comme la respiration, le sommeil, l'état de veille et les fonctions intestinales. Elle peut ouvrir les yeux, mais c'est par pur réflexe. Son cerveau ne peut concevoir de pensée ni ressentir d'émotion. Alors, les mots qui sont utilisés par le médecin pour décrire les fonctions des diverses zones du cerveau sont véridiques. Le cas qui rapporte, un peu miraculeux parce que extrêmement rare, de récupération complète de la conscience
après plusieurs années, voire plusieurs décennies, à ma connaissance, il existe. La probabilité très forte qu'il n'y ait pas de réveil qu'il énonce ne peut pas être contredite. Après, dans ce film, dans cette séquence, la façon qu'il a d'introduire ça auprès du proche, c'est un discours qui est blindé de certitude. Et en fait, dans la vraie vie, le rôle du médecin, c'est précisément de s'arrêter là où en fait il est dans l'incertitude et de partager cette incertitude qui est la réalité avec l'entourage du patient. Je suis très émue. Merci. Et en fait, c'est ça qui est intéressant pour les familles. D'accord. Et comment on aide les familles? Déjà en reconnaissant ses limites dans les connaissances qu'on a actuellement des états de conscience altérés, en laissant la porte donc, ouverte à ce que nous, on ne connaît pas, des progressions qui sont possibles, et puis après il y a tout un contexte quand même, on a des indices, les équipes médicales, et puis comment on aide les familles? En donnant des soins aux patients, c'est-à-dire en faisant ce qu'il y a à faire, comme pour toute autre personne malade hospitalisée qui serait consciente en fait. Et alors, il me semble de mon point de vue de médecin praticien que c'est justement là l'enjeu le plus difficile, c'est-à-dire de maintenir en fait un lien avec le patient, qui est un lien thérapeute-patient, où en fait le tiers va être la famille, qui va être finalement le médiateur, communicant, qui va pallier à l'absence de parole du patient. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un jeu à trois. Voilà, ça nous permet d'enchaîner justement sur les soins qui sont apportés, qui sont décrits ici dans cet extrait par la docteure. Une seconde, mais nous engageons en exclusivité Mathilde et moi. Ça fait maintenant 4 ans de ça. Voilà l'histoire. Hein, Alicia? Les jours de repos, je vais voir un ballet. Je vais aussi à la cinémathèque. Je fais tous les films muets. Allemands, américains, italiens, tout. Après, je raconte à Alicia tout ce que j'ai fait. Ces 4 dernières années ont été les plus riches de ma vie. À m'occuper d'Alicia. À faire tous les trucs qu'elle aimait faire. À part voyager, bien sûr. Et moi, avec Lydia, c'est tout le contraire. Comment ça? Je suis incapable de la toucher. Je ne connais même plus son corps. Je suis même pas capable d'aider les infirmières à la retourner, même pas. Je me trouve très égoïste. Parlez-lui. Racontez-lui. J'aimerais pouvoir, mais elle m'entend pas. Comment vous le savez qu'elle ne vous entend pas? Parce que son cerveau est complètement éteint. Le cerveau des femmes est un mystère. Dans cet état-là, encore plus. Les femmes, vous voyez, il faut s'en occuper. Leur parler, avoir des attentions pour elles de temps à autre, les caresser souvent. Se souvenir qu'elles existent, qu'elles sont vivantes, qu'on tient beaucoup à elles. C'est la seule thérapie. Croyez-en mon expérience. Quelle expérience? Qu'est-ce que tu connais aux femmes? Benigno, quelle expérience as-tu des femmes? Hein? Quelle expérience? Qu'est-ce que tu sais des femmes? Je sais tout d'elle. J'ai passé 20 ans jour et nuit avec l'une et 4 avec l'autre. Voilà, donc quels sont les soins qui peuvent être proposés à ces patients-là? Alors, je connais bien le film, donc je précise que le viol ne fait pas partie du soin à la personne d'éveil non répondant, et que dans l'idéal, les équipes doivent être supervisées au niveau, disons, psychologique, parce que ce sont des situations complexes au niveau émotionnel et du soin, et donc effectivement, il y a tout à construire autour de la préservation, bien sûr, de l'identité de l'autre, etc. Et là, du coup, Almodovar montre brillamment comment l'absence de barrière peut nous embarquer dans une forme de folie. Voilà. Les soins qui sont faits, ce sont des soins d'hygiène, en fait. D'abord, comme vous prenez votre douche le matin, il s'agit de faire la toilette du patient le matin. C'est aussi les soins d'hygiène liés à l'incontinence. Donc voilà, il faut changer les personnes. Et puis, ce sont les soins médicaux. En fonction de l'état respiratoire, on peut avoir une sonde, c'est-à-dire un tuyau dans la gorge, en fait, qui est une trachéotomie et qui permet de pallier à une mauvaise toux réflexe, à une mauvaise déglutition de la salive, et donc d'aller chercher les sécrétions du patient directement dans la trachée avec une petite sonde d'aspiration.
c'est également nourrir la personne avec un tuyau qui arrive directement dans l'estomac. Je vous ai donné l'essentiel des soins physiques purement techniques. Après, ces soins, on les accompagne d'une parole pour garder en fait une relation humaine avec la personne, même si elle est non répondante. Et puis je ne vous décline pas le fait de prendre en charge la douleur et de mettre en place des soins de la stimulation plutôt multimodale, voire carrément langagière, pour essayer d'obtenir une communication avec le patient. C'est la première fois que je parle de ça devant un public très intimidant. Voilà, alors dans certains cas, les personnes se réveillent et là on va voir un exemple de réveil. Alors le fils est tombé amoureux de l'infirmière. Tu m'entends? Le réveil de votre mère tient vraiment du miracle. Mais il faut vous attendre à la trouver changée. Ce qui veut dire? Eh bien, il peut arriver que les patients ne reconnaissent pas leurs enfants amnésies. Perte de la mémoire. Excusez-moi. Troubles mentaux, confusion de la mémoire ancienne et immédiate, trouble du goût, de l'odorat, perception altérée. On ne sait pas à quel point le cerveau a été endommagé. Les possibilités sont aussi multiples qu'incertaines. Je suis désolé de vous dire ça, mais la vie de votre mère est toujours menacée. Je ne peux même pas vous donner l'espoir qu'elle sera encore en vie les prochaines semaines. Vous savez bien qu'on ne sort pas comme ça du coma, enfin, j'espère que vous le savez, que ce n'est pas un passage instantané d'un état d'éveil non répondant à un sourire et une interaction qui a l'air d'être évidente et complète. Et donc le coma, c'est les yeux fermés. Comme l'a dit Anna, l'état d'éveil non répondant, c'est la sortie du coma. Les yeux sont spontanément ouverts, il y a des cycles veille-sommeil, on dort un peu, 20 minutes, on se réveille, on ouvre les yeux 20 minutes, et ça va comme ça, en fluctuant au cours du jour et de la nuit. Et puis il commence à y avoir des signes de conscience minimale, comme le fait de suivre du regard les personnes dans la pièce quand elles se déplacent, ou le fait de commencer à serrer la main à la demande, faire des petits gestes, en fait un peu orientés, commencer à se gratter. Et puis vient finalement l'émergence de l'état de conscience altéré, qui est justement de pouvoir communiquer avec la personne, même s'il s'agit juste d'avoir un code oui-non très basique, en fait à des questions également très basiques, qui ne mettent pas en jeu de façon trop compliquée ni la mémoire, ni l'attention, ni d'autres fonctions conceptuelles. Voilà, on va voir le réveil du syndrome d'enfermement. Alors, ce qui est très particulier dans cette séquence, c'est que c'est filmé comme si la caméra, c'était l'œil du patient en syndrome d'enfermement qui est en train de se réveiller.
est arrivé? Je vous ai dit, vaguement, des images. Vous avez l'hôpital maritime sur mer, sur les continents de Calais. Vous avez d'abord été hospitalisé à Paris, puis vous avez ici. Vous vous souvenez? Vous avez vous êtes resté dans le coma pendant presque 3 semaines. Mais vous êtes en train de vous réveiller. Et tout va aller très bien. Je vous le promets. Merci. Maintenant, j'ai besoin de vérifier 2-3 choses. Je voudrais que vous me suiviez des yeux. Ouais. Voilà, comme ça. Suivez-moi. Ouais. Comme ça. Ouais. Voilà. Quand je vous dis de cligner des yeux, clignez, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, essayez de dire votre nom. Jean-Dominique Bobby. Allez, essayez. Essayez vraiment. Dites-moi votre nom. Jean-Dominique Bobby, essayez de dire comme vos enfants. Théophile, Céleste, Hortense. Oui, ne vous en faites pas. Le processus est très long. Mais vous trouvez la parole. Pardon, quoi? Vous m'entendez pas? Docteur, qu'est-ce qui se passe? Quoi, je parle pas? M'entends pas? Oh mon Dieu. Quoi, je peux pas parler? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Voilà, c'est réaliste cette j'ai sorti du syndrome d'enfermement. Alors moi j'ai pas lu le bouquin, j'imagine que le film a été fidèle à ce que le patient lui-même a décrit. Du côté du professionnel, ils sont complètement conscients, les locked-in syndrome par définition. Cela dit, dans les 3 premières semaines qui suivent l'accident vasculaire cérébral qui touche le tronc cérébral, il y a quand même une vigilance qui n'est pas parfaite, et donc voilà, c'est pas pareil, c'est pas J1, je lève l'œil, je me rends compte que je ne peux pas parler, et on fait un code de communication avec le médecin. Il y a souvent une période comme ça, un petit peu d'entre-deux, entre disons, le coma aigu qui va durer quelques heures au moment de l'attaque, et puis la résolution et une conscience complète. Ça me semble crédible. Petit détail, ils testent l'oculomotricité horizontale, a priori elle est lésée, la seule qui reste c'est la verticale. Et donc le code c'est relever la paupière pour dire oui ou non, et puis faire un mouvement vertical pour dire oui ou non. Donc 2 mouvements différents, un pour oui, un pour non. Ça c'est la petite histoire. Dans la vraie vie, déjà j'ai pas vu beaucoup de locked-in syndrome, c'est assez rare heureusement. Ensuite, ceux que j'ai vus, souvent ils étaient incomplets, c'est-à-dire ils étaient graves, mais enfin il y avait plus que ces 2 mouvements possibles. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur le locked-in syndrome? Moi, ça me transmet l'énorme angoisse qui est liée au réveil et à la non-communicabilité tout en étant conscient.